Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Morphal, docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est l'invité de Macoumba Beye. Plusieurs sujets: la réforme de la Constitution, les désaccords entre l'exécutif et le législatif et leurs conséquences, les possibilités du président de la République avec la majorité de PASTEF. Morphal face à Macoumba Beye, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bienvenue à tous et merci de nous suivre la Radio Futur Média. L'invité du grand jury ce dimanche 28 juin est Morphal. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, docteur en droit public. Je vous remercie, M. Fall, d'avoir accepté l'invitation et vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup, Mokumba. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là. Ce grand rendez-vous, je salue toutes les auditrices et auditeurs de RFM. Je fais un clin d'œil à toute la population de Mbour, où je suis originaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Conseil constitutionnel a rendu récemment un verdict disant qu'il ne peut pas intervenir dans les affaires internes de l'Assemblée nationale après un recours de l'opposition contre le retour d'Ousmane Sonko à l'Assemblée. Alors que c'est ce même Conseil constitutionnel qui avait dit au président de la République, à l'époque Macky Sall, en 2024, qu'il ne pouvait pas reculer la date des élections. On se demande comment le Conseil, qui était allé si loin à l'époque, s'est déclaré cette fois-ci incompétent. Oui, le Conseil a une compétence d'attribution. À partir de cette décision, on constate que le Conseil s'inscrit dans une logique de continuité jurisprudentielle. Le Conseil, en vertu des attributions de la Constitution qui fixe ses compétences, si le contentieux porte sur une matière qui ne relève pas de sa compétence, le Conseil a tendance à se déclarer incompétent. Et ça fait partie, effectivement, des points sur lesquels le Conseil ne saurait se déclarer incompétent. Incompétent ou compétent ne saurait se déclarer compétent. Parce que c'est justement des limites par rapport à la compétence d'attribution. Parce que la compétence d'attribution, il faut le comprendre, on fixe limitativement ses compétences. En dehors de ces compétences, si un autre objet ou bien une matière est porté devant le Conseil va se déclarer incompétent. Et il s'agit de cette question. Il s'agit de cette question parce qu'ici, déjà, ils ont évoqué l'élection d'Ousmane Sonko. Et là, le Conseil considère que dès l'instant que les résultats ont été proclamés définitivement, le processus est bouclé. Donc l'exercice de ces attributions constitutionnelles en matière électorale s'arrête à partir de la proclamation des résultats. Et le Conseil a rendu une décision dans ce sens-là. Ça, c'est le premier niveau d'analyse. Deuxième niveau d'analyse, c'est sur la compétence, sur la décision que les requérants ont évoquée, la décision de 2024, pour considérer que le Conseil pouvait évoquer le pouvoir de régulation. Et le Conseil a précisé que ce pouvoir de régulation s'inscrit dans les limites des principes déjà intégrés dans la Constitution. Donc, à partir de ce moment-là, dans le cadre défini par la Constitution, le Conseil également considère qu'il ne pouvait pas, à partir de ce moment-là, exercer cette fonction. Parce que les requérants ont également précisé la décision de 2017. Parce que la décision de 2017, en matière électorale, c'est une décision importante où le Conseil a fait jouer sa fonction de régulation. Mais le Conseil a précisé effectivement que ce rôle de régulateur s'épuise dans les textes et les principes déjà définis et qui définit ses attributions, mais qui, dans une certaine mesure, c'est des principes constitutionnels. À partir de ce moment-là, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ces questions. Mais est-ce que cela veut dire que désormais, on doit comprendre que pour ce qui concerne les délibérations internes de l'Assemblée nationale, c'est inutile de déposer un recours puisqu'il sera incompétent, le Conseil,
en se basant sur la jurisprudence récente, ou bien il est possible d'avoir un revirement de jurisprudence? Si on s'en tient à une lecture rigoureuse qui justement permet au Conseil de se limiter à son domaine de compétence. En ce qui concerne les actes internes de l'Assemblée, l'autonomie organique de l'Assemblée, on a tendance à considérer que c'est des matières qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil. Et maintenant, il pourrait y avoir une évolution. Si effectivement on aboutit à la création de la Cour constitutionnelle. Parce que on va vers l'élargissement des compétences du Conseil constitutionnel en matière d'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Des actes pris par l'Assemblée nationale en application d'une loi. C'est une extension du champ de compétences maintenant qui permettra dans une certaine mesure au Conseil d'intervenir carrément sur des matières qui relèvent en réalité du fonctionnement interne de l'Assemblée en matière d'élection, en matière d'actes qui sont pris en application d'une loi. Mais en attendant l'arrivée de la Cour constitutionnelle, on peut donc dire qu'il s'agit d'une faiblesse de notre corpus législatif. Oui, on peut dire tout simplement... Ou juridictionnel. On peut dire, oui. Ce qu'on peut dire tout simplement que le Conseil a une compétence d'attribution. Le Conseil a développé une doctrine de ce qu'on pourrait appeler une conception minimaliste de ses compétences. Et là, certains observateurs parlent de ce qu'on pourrait appeler de l'autolimitation structurelle. Et à partir de ce moment-là, ça c'est une faiblesse, il faut le dire. Ça c'est une faiblesse parce qu'il y a des contentieux sans juge. Le Conseil ne peut pas se prononcer sur certains contentieux parce que la loi organique, la Constitution ne lui permet pas de se prononcer sur ces questions. Or, c'est des contentieux qui, normalement, devaient effectivement avoir un traitement par l'intervention du juge constitutionnel. Donc, c'est une faiblesse à partir de ce moment-là. Mor Fall est donc l'invité du grand jury de ce dimanche. Il est docteur en droit public, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quand vous avez fini de lire les 4 avant-projets de loi que le président de la République avait décidé de publier, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Que c'était une avancée majeure ou bien il y avait des éléments qui faisaient reculer le Sénégal dans certains domaines? Les avant-projets, il faut partir d'abord de l'exposé des motifs pour avoir une idée du référentiel, parce qu'on a intégré dans l'exposé des motifs les assises nationales, les travaux de la CNRI de 2013, les assises de la justice de 2024, le dialogue national. Ça c'est un référentiel qui permet au moins d'avoir une idée, par exemple, de la teneur de ces réformes dans le sens de la consolidation de la démocratie, parce que, on considère que à partir de ce moment-là, on essaie plus ou moins d'intégrer dans le texte constitutionnel à l'État des éléments qui pourraient, dans une certaine mesure, apporter une certaine plus-value. Maintenant, dans ces avant-projets, si on doit faire une analyse critique, il y a une certaine prudence. Et pour ne pas aller peut-être trop loin, l'ambition est là, mais il y a des innovations, mais quand même, il y a des limites parce qu'on n'est pas allé trop loin. Donc, je dois dire, en termes de référence, il y a plus ou moins une attitude qui consiste plus ou moins à manifester une volonté pour aller dans le sens de la consolidation, du renforcement de notre démocratie, mais je pense que le conscient également a fait preuve de prudence sur certains aspects. Aller loin équivaudrait à faire quoi, à dire quoi, à énumérer quel principe? Si on peut dire aller loin, surtout en matière, parce que là il va falloir déterminer certains avant-projets. Si on prend par exemple l'exemple de la Cour constitutionnelle, déjà on peut à partir de ce moment-là voir certaines limites en rapport avec le mode de désignation, c'est-à-dire qu'ici on considère que c'est le président qui a le monopole pratiquement, parce que 6 des 9 membres seront désignés par le président de la République.
l'Assemblée nationale intervient en proposant une liste de 5 et le président choisit 3 parmi ces 5. Mais en définitive, il y a un monopole présidentiel. Et là, pour les garanties statutaires d'indépendance, on pourrait renforcer cela à travers un équilibre et des modalités qui permettront de rendre beaucoup plus objectif le mode de désignation. Comme au Bénin. Comme au Bénin, comme Madagascar. On voit effectivement dans ces exemples d'une répartition du mode de désignation qui est très intéressante. C'est l'Assemblée qui désigne 4 et le président désigne 3. Madagascar, c'est pratiquement équilibré. Il y a le président qui désigne 3, le Parlement qui désigne 3, parce qu'on a un Parlement bicaméral, 2 pour l'Assemblée, 1 pour le Sénat, et maintenant le Conseil supérieur de la magistrature qui intervient pour désigner 3. En Afrique du Sud, c'est encore beaucoup plus intéressant, parce qu'il s'agit de 11 juges, mais c'est un organisme indépendant qui va procéder à au choix, et que effectivement le président va entériner. Et même des procédures d'audition publique qui pourraient rendre dans une certaine mesure, plus intéressant le mode de désignation avec une garantie statutaire et une objectivité dans la désignation. Ça, c'est un. Deuxièmement, le citoyen n'a pas accès au prétoire du juge constitutionnel directement parce qu'il y a des filtres. Chez nous, il y a des filtres parce que pour accéder au prétoire du Conseil constitutionnel, il faut passer par la Cour d'appel, la Cour suprême. Et là, on appelle le juge de renvoi. Et maintenant, ici, on a précisé que dans la loi organique, dans l'avant-projet, que le juge de renvoi procède à l'examen, en réalité, de la recevabilité et des compétences et de sa compétence pour pouvoir maintenant surseoir à statuer et saisir le juge constitutionnel. Donc, il y a une clarification entre le Conseil constitutionnel et le juge de renvoi. Mais ce qui est vraiment déterminant, c'est l'absence d'accès du citoyen au prétoire du Conseil constitutionnel. On verra dans d'autres systèmes comme le Bénin, le citoyen peut saisir directement la Cour constitutionnelle en Afrique du Sud. Oui. Et là, c'est là où on note véritablement le développement du contentieux des droits fondamentaux. Chez nous, le contentieux, c'est un contentieux purement électoral et on définit limitativement les autorités politiques qui peuvent saisir le Conseil par voie d'action. Et que s'il s'agit de l'exception, c'est effectivement les filtres au niveau de la Cour d'appel et au niveau de la Cour suprême. Est-ce qu'en parcourant le texte de révision constitutionnelle, vous avez pu identifier des sources de faiblesse manifestes ou bien des sources de danger potentiel d'affaiblissement de la démocratie? Source de danger, d'affaiblissement, peut-être c'est des mots un peu forts. On pourra dire des fois des tournures rédactionnelles qui peuvent poser des problèmes, parce qu'on a parlé de rééquilibrage au sein de l'exécutif. Et là, on a évoqué l'article 42. L'article 42, c'est vraiment l'article qui est très important, parce que l'article 42 évoque dans une certaine mesure les attributs vraiment d'une certaine importance prestigieuse dévolus au chef de l'État. Le président de la République est chef de l'État, il est le garant de l'unité nationale, gardien de la Constitution, garant du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics, garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire. Il détermine en concertation avec le Premier ministre la politique de la nation. Il préside le Conseil des ministres. C'est la première fois où on voit ici cette forme de détermination. Et là, le pouvoir essentiel, ce qu'on appelle la sache-garder, le précaré du président de la République, c'est important parce que c'est effectivement le pouvoir qui, dans ses différentes attributions, c'est le pouvoir le plus important. Et ce pouvoir-là, c'est un pouvoir propre. Et quand on dit en concertation, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la valeur juridique, la portée de la concertation? On ne parle pas d'accord. Donc ici, est-ce qu'il s'agit véritablement de codétermination ou bien d'un pouvoir partagé où le président serait dans l'obligation de tenir compte des observations du Premier ministre dans la détermination de la politique de la nation, ou bien il s'agit tout simplement d'une procédure qui pourrait impliquer le Premier ministre en réalité et que le dernier mot reviendrait au président de la République. C'est la deuxième option qui paraît vraiment naturellement, je veux dire, intéressant.
au regard de la légitimité du président, parce que le président est l'émanation du suffrage universel. Le Premier ministre est nommé et peut être révoqué à tout moment. Donc au sein de l'exécutif, ce rééquilibrage, on en a parlé, mais en réalité, il ne peut pas y avoir de partage du pouvoir de détermination de la nation. Alors, donc globalement, vous pensez qu'il s'agit, si ça passe, d'une bonne constitution, d'un bon texte? Il y a des avancées. Le processus de maturation, on a vu les certaines ambitions pour pouvoir intégrer des éléments qui pourraient renforcer davantage la démocratie. Dans le préambule, il y a des références à des concertations, mais là, j'aimerais préciser que dans ces références, est-ce que ces éléments-là ont été intégrés dans la Constitution? On voit naturellement le dialogue sur les assises de la justice, le dialogue national sur le système politique. On a vu effectivement qu'on a intégré ces éléments-là. Mais est-ce que les travaux, la concertation, les recommandations des assises de 2009 qui figurent dans le préambule, et que dans ces références-là, il y a des choses qui étaient vraiment très intéressantes et qui, à la limite, n'ont pas été intégrées. Donc, il y a l'ambition de consolider la démocratie, mais dans le processus et dans la procédure, mais là, on verra ultérieurement qu'est-ce que cela va donner. Il faut plus ou moins tenir compte en réalité de voir comment le peuple, dans une certaine mesure, serait plus ou moins déjà informé du contenu. Déjà, il y a des efforts dans ce sens-là, mais comment, dans la validation, quel est le mot ou bien les observations. On va toucher ce point plus tard. Voilà, d'accord. Le président de la République a entamé une réforme constitutionnelle en proposant 4 avant-projets de loi et en demandant même un avis au Conseil constitutionnel. Mais la procédure a été arrachée, si on peut dire ainsi, par PASTEF, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, qui veut maintenant porter cette réforme constitutionnelle. Alors ma question est, comment est déclinée l'initiative qui doit pouvoir porter une réforme constitutionnelle au Sénégal? Oui, merci Makumbo. Je pense que c'est une très bonne question. J'ai déjà fait une publication portant sur cela que j'ai intitulée l'itinéraire procédural de la révision constitutionnelle au Sénégal, la voie de l'article 103. Donc l'initiative appartient au président de la République, aux députés. Le Premier ministre peut proposer une révision de la Constitution au président de la République. Donc il y a formellement un pouvoir d'initiative autonome du président de la République et des députés. Mais le Premier ministre n'a pas un pouvoir d'initiative autonome. C'est un pouvoir d'initiative conditionné. Il faudrait que le président accepte pour que cette proposition-là passe. Mais là, formellement, c'est une reconnaissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est des avant-projets qui émanent de l'exécutif, normalement, du président de la République. Et que ces avant-projets ont été publiés. Normalement, les avant-projets, c'est des documents de travail qui se trouvent dans les différents ministères sectoriels avant la validation du processus en Conseil des ministres pour passer de projets, avant maintenant de saisir l'Assemblée. Et le président, au terme des dispositions de l'article 92, à la faveur de la révision de 2016, le président peut, en dehors de l'article 51, saisir le Conseil, ce qu'on appelle le pouvoir de consultation générale ou bien la saisine blanche. À partir de ce moment, il recueille l'avis du Conseil, mais l'avis du Conseil est une décision. La loi organique sur le Conseil constitutionnel est très claire, article 24. Le Conseil constitutionnel rend en toute matière des décisions motivées. La majorité parlementaire, c'est basé sur les avant-projets et sur l'avis pour pouvoir faire une proposition. C'est ça qu'on entend. Maintenant, on peut dire que formellement, l'initiative est partagée ici, formellement, juridiquement, mais matériellement, le contenu de l'initiative, effectivement, c'est d'émanation présidentielle. Maintenant, le président n'a pas poursuivi effectivement le processus pour déposer le projet avant l'intervention de la proposition parlementaire. C'est ça, c'est pourquoi, de manière caricaturale, certains ont pu parler de proposition projet, d'autres ont parlé de projet proposé, pour montrer en réalité les subtilités qui ont pu avoir lieu dans la définition du contenu de la révision. Mais rigoureusement parlant, d'après ce qu'on a observé jusque-là, il s'agit de quoi? Non, il s'agit, juridiquement parlant, d'une proposition.
d'émanation parlementaire. Mais on a montré dans le processus d'où viennent effectivement le contenu de la proposition. Le contenu de la proposition, on peut tout dire, mais c'est un contenu qui émane plus ou moins de la volonté de l'exécutif. Certains ont pu dire que pendant cette période-là, c'était une concertation et que véritablement le PASTEF qui est au pouvoir est représenté. Donc tous les segments, la primature, la présidence étaient représentés dans le processus. Donc il y a aussi certains qui évoquent cette position pour dire qu'en réalité c'est une proposition. Ils ont participé à l'élaboration du contenu de ces avant-projets. Mais c'est la première fois que ça se passe au Sénégal. Oui, c'est-à-dire c'est les initiatives en matière de révision constitutionnelle. Généralement, la pratique démontre effectivement que c'est ces d'émanation présidentielle, c'est d'émanation de l'exécutif qui a la charge de déterminer la politique de la nation avec une déclinaison politique constitutionnelle. Maintenant, et d'ailleurs c'est ce qui justifie la domination de l'exécutif dans le volume des lois qui sont d'origine gouvernementale. La plupart des lois, dans nos systèmes démocratiques, c'est des lois qui, effectivement, émanent de l'exécutif. Pourquoi ? Parce que l'exécutif, il n'y a pas d'obstacle durant la procédure. Il y a des restrictions, on verra. Pour les députés, pour faire passer des propositions, c'est très difficile. Parce qu'il y a des restrictions. Parce que pour faire une proposition de loi ou bien un amendement, il faut, dans une certaine mesure, respecter les conditions de recevabilité. Au terme de l'article 82 de la Constitution, la proposition ou l'amendement ne doit pas avoir comme conséquence l'aggravation et la création d'une dépense ou bien la diminution d'une ressource. Dans ce cas, il faut proposer ce qu'on appelle une recette compensatrice en vue de compenser la charge financière qui résulte de la proposition de l'amendement. On appelle ça les amendements à incidence financière négative. Et de ce point de vue, dans certains pays, on parle d'économie équivalente. Mais ici, la finalité, c'est quoi ? C'est que dans la procédure, il y a beaucoup d'obstacles. Pour faire aboutir une proposition, un amendement d'origine parlementaire, c'est véritablement très difficile. C'est pourquoi on voit très rarement des initiatives passées. Des initiatives passées. Mais est-ce que le président de la République, puisque ici il s'agit d'une réforme constitutionnelle, peut s'accrocher sur les incidences financières pour rejeter le processus, pour l'arrêter ? Parce qu'on a indiqué la procédure au niveau des travaux de la commission saisie, les amendements, on a pu entendre des amendements. Bon, on ne sait pas exactement la teneur de ces amendements, mais quoi qu'il en soit, il faut soulever, les conditions de recevabilité. Maintenant, l'Assemblée peut, entamer le processus en maintenant ces amendements, comme on a pu aussi entendre là, et en rejetant les amendements de l'exécutif. Mais après, on attend peut-être au niveau du contentieux pour voir en réalité si on devait laisser passer, quelle serait l'attitude du juge constitutionnel à partir de ce moment-là. Parce que la recevabilité des amendements peut être soulevée sur la base des conditions qui sont exigées et par la Constitution en son article 82-2 et même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je rappelle donc que Mor Fall est l'invité du grand jury ce dimanche. Mais est-ce que si c'était une proposition de loi purement qui était née dans les couloirs de l'Assemblée nationale portée par PASTEF, le président de la République pourrait toujours avoir un dernier mot avant la phase de validation? La phase de validation est vraiment déterminante et que là, le président de la République dispose, dans une certaine mesure, d'une liberté d'appréciation. Parce que le travail, parce que si on suit l'article 103, après l'initiative,
on est dans la phase de validation avec un premier acte, l'adoption, selon la procédure de l'article 71. Après l'adoption, on entame le deuxième acte final, l'approbation. L'approbation peut suivre deux itinéraires. Soit l'itinéraire référendaire, qui est la voie principale, parce qu'on en dit, la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présentée au référendum lorsque le président de la République décide de le soumettre à l'Assemblée. Dans ce cas, il faut une majorité des 3/5. Et là, c'est la deuxième, c'est plus ou moins la deuxième, l'option ou bien l'alternative, l'approbation par la voie parlementaire. Mais ça c'est vraiment l'itinéraire procédural. Donc, à partir du moment où maintenant, le président de la République peut, comme vous l'avez dit, à travers le ministère de la Justice, qui peut présenter les amendements du président de la République lors des travaux au niveau de la commission. On a peut-être, même s'il s'agit d'une proposition, le gouvernement pourra proposer des amendements. Mais pour les amendements qui relèvent de l'initiative gouvernementale, il n'y a pas de restriction. On n'applique pas les restrictions, les conditions de recevabilité. Les conditions de recevabilité s'appliquent pour les amendements d'origine parlementaire. C'est pourquoi on parle de restrictions à ce niveau-là. Là, c'est des techniques juridiques qui relèvent de la rationalisation du régime parlementaire qu'on a laissé dans nos cautions. Est-ce que si le président de la République décide de convoquer un référendum, cela pourrait interrompre le processus en cours actuellement à l'Assemblée nationale? Non, il y a deux voies. Il y a la voie de l'article 103, il y a la voie de l'article 51. 103 dit quoi? 103 dit quoi? Bon, 103, on est dans cette procédure maintenant. C'est après l'initiative, on passe à l'adoption. Après l'adoption, on passe à l'approbation, soit par la voie référendaire qui est la voie normale, ou bien par la voie parlementaire avec une exigence de majorité qualifiée des 3/5. C'est ça la voie dictée par l'article 103. Maintenant, le président de la République peut prendre l'initiative de soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum après avoir saisi le Conseil par avis, le Conseil constitutionnel et le président de l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une possibilité. Le président peut avoir cette initiative. On a vu ces cas avec dans notre pays, oui. Avec en 2001, Abdoulaye Wade et ensuite Macky Sall en 2016. Très bien, Macky Sall. Voilà. L'approbation par voie référendaire. Avec maintenant, là, on prend l'exemple d'un comité d'experts qui va peut-être élaborer un projet, un draft. Ensuite, on peut convoquer des dialogues pour pouvoir arrondir les angles. Et maintenant, en dernier lieu, on demande effectivement au peuple d'approuver le référendum. Parce que à ce niveau-là, je pense qu'aussi c'est très intéressant de retenir l'importance de suivre la voie référendaire lorsque on constate que la révision apporte des changements qui bouleversent l'architecture institutionnelle. Parce qu'il faut considérer, peut-être on peut envisager une distinction des révisions majeures qui ont vocation à redéfinir l'architecture institutionnelle avec des bouleversements sensibles en profondeur, des réformes substantielles, et des révisions techniques mineures. Pour des révisions substantielles, véritablement, on ne peut pas, dans une certaine mesure, écarter le peuple dans la phase de validation définitive. Pour des révisions techniques mineures, d'ajustement, on peut passer par la voie parlementaire parce qu'il n'y a pas une incidence majeure. Principalement. Maintenant, le président de la République aura la possibilité, avec cette situation-là... Oui, mais en l'occurrence, on est dans quelle situation? Avec une réforme avec des incidences majeures ou mineures? Non, ici, il y a quand même des implications. Voilà. Bon, par rapport au texte initial, les avant-projets, c'est véritablement des innovations qui pourraient consolider la démocratie. Voilà. Mais les amendements, ce qu'on a pu entendre de l'intérieur, certains amendements, ça peut poser réellement un problème. Parce que cela peut plus ou moins dénaturer en réalité le texte et qu'on puisse saisir l'opportunité de proposer des amendements pour justement intégrer le texte tel qu'il est, pour le moment, pour vous, doit passer par référendum ou bien par la voie parlementaire? Oui, le texte à l'état actuel
je pense qu'on peut considérer qu'il y a vraiment des innovations majeures. Et à partir de ce moment-là, vu la situation, il serait envisageable de choisir la voie référendaire. Et ça, c'est le président maintenant qui décide de l'option. Ce n'est pas une obligation, mais il s'agit d'une option. Maintenant, on attend de voir la suite. Ce que le président va décider. Mais est-ce que s'il décide, avec le processus qui est déjà enclenché à l'Assemblée nationale, s'il décide de faire recours à un référendum, ça va interrompre le processus à l'Assemblée? Non, est-ce que c'est deux processus différents? Oui, je sais. Différent. Est-ce qu'il y a une implication qui pourrait justement rompre le processus au niveau de l'Assemblée? Je ne sais pas. Maintenant, si, par exemple, là, c'est parce que la convocation du corps électoral par voie référendaire est un acte de gouvernement. Et on dit, et là, c'est une possibilité. Le président peut envisager la voie référendaire, mais il n'y a pas d'encadrement dans les délais. Le président peut rester pendant sans pour autant envisager la convocation. C'est une liberté d'appréciation du président de la République. Oui. C'est pourquoi on dit que là, c'est véritablement un pouvoir à ce niveau-là dans la phase de validation. Alors, dans votre contribution, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez appelé, vous vous êtes posé des questions. Est-ce qu'il s'agit d'un contournement de la procédure ou bien plutôt d'une collaboration institutionnelle, ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale avec comment Pastef s'est comporté? Oui, en fait, bon, c'est ça le problème parce que au moment, par exemple, de l'élaboration du contenu de la réforme, on peut dire qu'on se trouvait dans une situation plus ou moins de concordance, de duo, je sais pas. Mais au moment, voilà, de la procédure à adopter et du contenu, réellement, on s'est trouvé dans une situation de confrontation de deux légitimités. Une légitimité du président de la République, qui est l'émanation du suffrage universel, et une légitimité du président de l'Assemblée nationale, une légitimité historique et politique, et là qui effectivement s'affrontent. Maintenant, la donne a changé, la configuration a changé, et cela risque d'avoir un impact sur le contenu maintenant des réformes dans la phase réelle d'adoption, parce qu'il y a possibilité d'intégrer dans le texte effectivement des préoccupations qui en limite n'étaient pas prises en compte au moment de la phase d'élaboration. Donc c'est ça le risque. Et qu'à partir de ce moment-là, bon, il y a un problème. Parce qu'on avait soumis des avant-projets et on avait publié pour que les citoyens puissent avoir une idée en réalité du contenu de la réforme. Mais après, on se trouve dans une situation où la logique de confrontation risque d'avoir des impacts par rapport au contenu. Et que ces impacts n'ont pas été envisagés au moment de l'élaboration. Et c'est ça maintenant qui pose problème. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certains acteurs de la société civile à Ars-nous Constitution, d'autres commencent effectivement à se poser des questions par rapport au contenu et que le peuple doit être édifié sur le contenu. Et c'est d'ailleurs là où je dis que le président de la République et là le gouvernement doit prendre effectivement à ce niveau-là sa responsabilité pour pouvoir au moins dire clairement sa position initiale par rapport aux réformes. Et maintenant, ce qui pourrait survenir par rapport à l'altération du texte, et cela pourrait au moins justement indiquer clairement les responsabilités. Ce qui relève des avant-projets et de l'avis du Conseil constitutionnel et ce qui a été ajouté ultérieurement. Et là, je pense qu'il y a un communiqué. Mais je pense, à partir de ce moment-là, parce que c'est important, Macoumba, on ne peut pas envisager une réforme constitutionnelle d'envergure sans que, effectivement, les forces vives de la nation, le peuple, aient pris, effectivement, le temps d'avoir au moins effectivement. Donc les amendements là qui sont rajoutés au texte doivent être publiés. On en saura quelque chose lors de la plénière, parce qu'il y a la possibilité de soulever les amendements. Ce serait pas trop tard? Bon, est-ce qu'on a pris conscience des amendements? Bon, les gens en parlent, mais de toutes les façons,
ces amendements, les gens prendront connaissance de ces amendements. Mais je disais que ces révisions constitutionnelles, ces réformes doivent au moins permettre aux populations, en fait, au peuple, aux forces vives, d'avoir effectivement plus ou moins, je veux dire, une vue sur le contenu. Et maintenant, de pouvoir apprécier ces réformes, d'en débattre, et justement de pouvoir au moins soulever quelques remarques qui pourraient être intéressantes. Donc, il faudrait penser à l'adhésion, à la légitimation. Donc, il y a la procédure formellement qui donne la possibilité aux instances de délibérer, parce qu'on est dans un système représentatif. Il n'y a aucune violation peut-être de la légalité par rapport à la démarche. Si on s'en tient à ce qui se passe. Mais quant à la légitimation, quel est l'avis de la population, l'avis des forces vives? Est-ce que ce qui a été retenu dans les avant-projets, est-ce que c'est réellement ce qui... Oui, mais concrètement, précisément, qu'attendez-vous du président de la République? Le président de la République, il a, comme je l'ai dit, si l'on suit la procédure de l'article 103, la phase de validation incombe au président de la République. Il a une liberté d'appréciation quant au choix à opérer pour effectivement le déroulement du processus final. Maintenant, on ne sait pas, parce que si le gouvernement manifeste son désaccord par rapport à ce qui se passe, on a vu le communiqué. Donc, manifestement, il y a un désaccord. Le gouvernement semble indiquer la voie, par exemple, d'une issue. Et moi, je pense qu'on peut admettre cette possibilité pour voir comment on peut procéder, même par des logiques de facilitation, pour arrondir les angles entre effectivement les deux, entre l'Assemblée et l'exécutif, pour qu'on puisse au moins tomber d'accord sur des compromis essentiels. Mais sur des compromis essentiels qui, en réalité, ne reposent pas sur des préoccupations personnelles ou individuelles. Voilà. Parce que le danger, c'est quoi? C'est-à-dire que si on prend en considération la logique, la tendance dominante aujourd'hui, la configuration au niveau de l'Assemblée, si la configuration change demain, on va devoir revenir. Et on ne peut pas à chaque moment revenir sur les acquis. Les acquis doivent être consolidés. Ça doit être des acquis structurants et structurels qui dépassent, qui transcendent la volonté des dirigeants à un moment bien déterminé. Parce qu'il s'agit d'une logique conjoncturelle. Si la conjoncture s'invite dans le processus, et si la conjoncture change, le processus on aura des problèmes parce qu'il va falloir revenir encore. Donc c'est pourquoi on peut, et là, justement, suivre ou bien tenir compte de cette ouverture pour trouver une issue. Avec des facilitations, parce qu'on a des experts de renommée internationale sur la question qui pourraient trouver des voies entre pour pouvoir au moins trouver des concessions et pouvoir au moins avoir un compromis durable qui transcende les logiques de clivage conjoncturel. Si, malgré les désaccords, puisqu'il y en a, et nous l'avons appris à travers la lettre, le communiqué du ministre de la Justice, quelles sont les voies qui s'offrent au président de la République dans la phase de validation, avec cet éclatement de divergence? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, le président de la République, pour la convocation du corps électoral par voie référendaire, c'est un acte de gouvernement. Il n'y a aucune indication de délai, d'exigence, de délai. Le président peut retarder le processus. Et s'il ne convoque pas le corps électoral, retard dans le processus, parce qu'il n'y a aucune exigence par rapport au délai, des contraintes qui sont fixées à ce niveau-là, c'est plus ou moins des risques de blocage et de difficultés. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contourner le président de la République dans la phase de validation. Maintenant, l'autre hypothèse qu'on peut également envisager,
je pense que vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est que bon, si la situation devient plus ou moins compliquée, on peut envisager une autre possibilité en tenant compte de ce qui s'est passé pour utiliser la voie de l'article 51, en essayant de voir. Maintenant, là, on pourra envisager plus ou moins une démarche avec des experts, mais qui vont dans le sens tout simplement de trouver des consensus forts avec la société civile, avec les différentes parties prenantes, pour parvenir à trouver effectivement une voie consensuelle. À partir de ce moment-là, le président peut activer la procédure de l'article 51 et le peuple pourra approuver le référendum. Donc ça, c'est des possibilités qui s'offrent, mais bon, on attend de voir. Mais je pense qu'il serait très difficile à l'état actuel de parachever le processus en l'absence, bon, je veux dire, sans que le président ait plus ou moins donné son consentement par rapport aux grandes orientations. Voilà. Le choix de la voie référendaire éteindrait donc le processus à l'Assemblée nationale. C'est ça, tout à l'heure, vous avez posé la question, mais je pense que c'est deux possibilités. Bon, si le président peut-être décide de ne pas parachever le processus en convoquant le corps électoral, observe un statu quo, il y a difficulté. Et là, le processus ne va pas avancer à partir de ce moment-là. Donc c'est ça la conséquence. S'il n'y a pas un accord, consentement délibéré sur la suite à donner à la procédure, il peut y avoir un risque de blocage à partir de ce moment-là. Maintenant, là c'est une autre possibilité. Si le président envisage maintenant d'activer l'article 51, on est dans une autre procédure. Mais là, on passe la procédure au niveau de l'Assemblée, on va directement à l'approbation par la voie référendaire. Et on a vu ces exemples-là au Sénégal en 2001 et en 2016. Le texte qui doit être voté au référendum devrait aussi passer au préalable à l'Assemblée nationale ou ce n'est pas nécessaire? Bon, ce n'est pas nécessaire, ça dépend. Si le président dit c'est l'article 51, il soumet directement en essayant de suivre la consultation demandée par le texte. Donc, saisir le Conseil constitutionnel et le président de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas une procédure au niveau de l'Assemblée. Et après avoir achevé le processus, on demande au peuple d'approuver. Là, c'est l'article 103 qui dicte cette procédure. L'article 103, il faut impérativement passer par l'Assemblée nationale dans la phase d'adoption. Récemment, dans la réforme du Code électoral, les articles L29 et L30, la possibilité était donnée au président de l'Assemblée nationale en cas de refus du président de la République que le président de l'Assemblée nationale puisse les promulguer. Est-ce que c'est cette même dualité qui existe encore ici pour la réforme constitutionnelle? Si le président de la République ne valide pas, le président de l'Assemblée nationale pourrait le faire. Mais comment mais là aussi, c'est un problème. C'est un problème, Macoumba. Je vois certaines aborder cette question sous cet angle-là, mais en faisant référence à une jurisprudence du Conseil constitutionnel en 2006, lors de la prolongation du mandat des députés. Okay. La procédure, bon, le Conseil avait dit que dans le cadre de la révision constitutionnelle, le vote à la majorité 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Donc, ce qui pose un réel problème. Le Conseil a plus ou moins considéré, par assimilation, le vote à la majorité 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. Et c'est ça qui est vraiment un précédent que je juge un peu dangereux, parce que ça fusionne les deux étapes de la procédure. Or, à l'état actuel, je l'ai dit à l'état actuel du droit positif, il y a la distinction à faire des deux étapes procédurales. C'est un rituel procédural avec des exigences procédurales et maintenant, même chronologiquement, une suite logique. La phase d'adoption, c'est la phase d'adoption selon la procédure de l'article 71. Donc, on va considérer que si la loi passe à l'Assemblée nationale, elle n'aura plus besoin d'être promulguée, elle est automatiquement promulguée dès qu'elle est votée. Non, déjà, il faut déjà régler ce problème-là pour dire tout simplement, à l'état actuel de notre droit positif, si on s'en tient à l'article 103, il n'est pas possible
il n'est pas possible de parler et de considérer que le vote à la majorité des 3/5 réalise à la fois l'adoption et l'approbation. C'est deux procédures distinctes, des étapes séquentielles distinctes. L'adoption obéit à une procédure distincte, c'est la procédure de l'article 71, et que l'adoption, c'est plus ou moins, on donne le feu vert pour la continuation de la procédure. La procédure n'est pas encore achevée. C'est l'approbation maintenant qui permet de dire effectivement que le processus est achevé. Et seul le président peut l'approuver. Voilà, maintenant c'est le président de la République. Après adoption, on transmet au président de la République qui décide maintenant soit de saisir, de convoquer le corps électoral pour référendum, soit de demander au Parlement, à l'Assemblée nationale d'approuver, mais là on exige la majorité des 3/5. Donc c'est deux séquences procédurales distinctes qui se succèdent, mais qui se distinguent avec des exigences et des finalités distinctes. Les exigences procédurales, la procédure 71 qui est applicable en la matière, c'est la procédure d'adoption. Mais la procédure d'adoption, le Parlement, l'Assemblée donne le feu vert pour la continuation de la procédure. Donc le président n'a pas de dernier mot sur la promulgation? Non, c'est-à-dire que là, il faut d'abord régler ça. Après, maintenant, c'est la promulgation. Mais la promulgation, bon, on a évoqué ce problème. Et la promulgation, c'est le président de la République qui doit le faire. Seul? Oui, mais attention, c'est pas seul. Si à l'expiration du délai imparti pour la promulgation est de droit et est pourvue par le président de l'Assemblée nationale. Mais comment? On a ni dans le règlement intérieur, ni dans la loi sur l'applicabilité des actes, on n'a pas indiqué normalement la procédure qu'il faudrait suivre. Comment le président de l'Assemblée nationale, par quel acte il va promulguer? Ça, c'est un angle mort de notre droit parlementaire. Il n'y a aucune... Voilà. Mais là, je dois le dire, à l'état actuel, on ne peut pas dire que si le Parlement adopte à la majorité des 3/5, l'Assemblée adopte à la majorité des 3/5, c'est fini, le texte est à la fois adopté et approuvé. Non. En faisant référence à la suspension du Conseil constitutionnel de 2000 et 2006. Et là, la décision a fait l'objet même de discussions, de critiques par rapport à cette démarche. Parce que c'est faire fi du rituel procédural qui a pour finalité de garantir la rigidité de la Constitution, de garantir la suprématie de la loi fondamentale, dont la révision doit obéir à une procédure exigeante, avec des exigences, une procédure complexe, différente de la procédure législative ordinaire. Donc c'est ça. C'est ça le problème. Bon, certains commencent, dans le débat à évoquer cette possibilité, mais à l'état actuel du droit positif, on ne peut plus soutenir effectivement cette thèse. Les deux procédures sont distinctes et interviennent à des moments distincts, ont des finalités distinctes. Comment jugez-vous la proposition de loi qui consiste à limiter à une seule dissolution de l'Assemblée nationale durant le mandat par le président de la République? Mais qui a proposé ça? Est-ce que ça intervient dans le processus? Oui, c'est distinct. C'est un amendement. C'est un amendement, oui. Là, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est une proposition. Non, est-ce que c'est une proposition ou bien est-ce un amendement? Mais ça c'est une révision. Parce que c'est l'article 87 qui parle de la dissolution. Là, c'est plus ou moins restreindre ou bien limiter le pouvoir du président. L'encadrement, c'est-à-dire que la souplesse ou bien l'encadrement de la procédure. Et là, mais s'il s'agit d'un amendement, quel est le rapport? J'ai parlé tout à l'heure des conditions de recevabilité des amendements. Recevabilité juridique, recevabilité financière. Pour la recevabilité juridique, il faut un lien de connexité. L'amendement doit porter sur un objet du texte soumis en discussion, ou bien en examen au niveau de la commission. Quel est le rapport entre ces avant-projets et l'article 87? Il n'y en a pas. Voilà. Donc ça pose réellement un problème. Ça, c'est des irrecevabilités. Est-ce que, maintenant, moi, c'est ça que je sais pas. Mais là, c'est véritablement des contraintes de procédure qu'il faut peut-être après soulever, parce qu'on ne sait pas. Au moment de la plénière, même, on aura une idée sur ça, parce que c'est des difficultés. Hein. Voilà. Pour les propositions et amendements d'origine parlementaire, c'est difficile, parce qu'il y a des restrictions
il y a des conditions de recevabilité. S'il y a une incidence financière négative, et pour les recevabilités juridiques également, il y a un encadrement très strict. Voilà. Et le Conseil constitutionnel est juge de la recevabilité des amendements d'origine parlementaire. Maintenant, pour les amendements de l'exécutif, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de restriction. C'est d'ailleurs ce qui justifie que, voilà, il y a de très rares propositions qui passent de loi. Vous voyez, dans nos systèmes, seules peut-être les lois impopulaires. Voilà, la réforme sur le Conseil constitutionnel avec l'arrivée de la Cour constitutionnelle devrait donc mettre un terme à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le contentieux sans juge. Très bien. Ça vraiment, c'est des avancées, des innovations majeures. Des innovations qu'on peut apprécier à la lumière de trois aspects. D'abord, le mode de désignation. Le mode de désignation, on passe de 7 à 9. Et là, on va vérifier le mode de désignation, l'élargissement des compétences de la Cour constitutionnelle et aussi de voir le pouvoir de consultation. On peut parler d'incidence financière ici, puisqu'on va augmenter le nombre de ses membres. Oui, à l'état actuel, si on passe de 7 à 9, il y a une incidence financière. Mais puisque c'est proposé par le gouvernement... Voilà, non, c'est pas proposé par le gouvernement. Oui. Bon, dans le contenu matériel, on peut dire. Oui. Mais formellement, il s'agit d'une proposition. C'est l'Assemblée nationale. Donc, il faut penser à la compensation de la charge financière qui résulte de l'augmentation du nombre de membres du Conseil constitutionnel. Mais je reviens sur les critères d'appréciation. Voilà, pour pouvoir dire qu'on est plus ou moins dans la logique d'une cour et que quel est l'intérêt d'avoir une cour par rapport au mode de désignation, par rapport à l'élargissement des compétences, par rapport à la saisine. C'est ces trois éléments qui permettent de déterminer est-ce que véritablement on a une cour véritable avec des compétences très larges, et un pouvoir de régulation, pouvoir de consultation, des compétences très très larges. On en parlait parce que on parle généralement de compétences, contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'action, contrôle par voie d'exception, mais aussi on parle de l'élection du président, du bureau de l'Assemblée et d'autres compétences très larges. Eh bien, Morphal, nous sommes parvenus à la fin de cette émission. Je vous remercie d'avoir répondu. Alors, merci beaucoup, Macoumba. C'est un plaisir pour moi. Je dois dire que aujourd'hui, notre pays traverse une situation et on doit pouvoir faire très attention. Et que le monde nous regarde, les pays de la sous-région nous regardent et nous devons effectivement essayer de trouver un sursaut d'orgueil patriotique pour tenir compte effectivement des nouvelles exigences et des nouvelles orientations pour rester effectivement dans les grands équilibres et les valeurs fondamentales qui constituent effectivement la particularité de vous dire sénégalaise, la stabilité politique sénégalaise. Merci beaucoup. Morphal était donc notre invité.